Ravi de vous voir aussi nombreux à une heure aussi matinale. Bonjour, merci à mes trois invités. Donc nous avons parlé pendant une heure à peu près, et puis on prendra des questions sur le dernier quart d'heure de ce thème bien vaste et bien d'actualité que sont les utopies planétaires et le changement climatique. En guise de petite introduction, donc ça fait évidemment des années que on nous parle de plus en plus ardemment et de plus en plus avec de plus en plus d'intensité de ce réchauffement climatique et des bouleversements à venir. On a entendu ça, c'est un discours qui évidemment s'est imposé comme un des thèmes majeurs et centraux de préoccupation de notre époque contemporaine. Et en préparant cet entretien, j'ai eu cette phrase de Lacan que j'aime beaucoup qui dit la réalité c'est quand ça cogne, et on a vu cet été qu'elle a cogné bien fort, et particulièrement ici dans la région bordelaise avec ces incendies géants et ces températures qui commencent à nous indiquer ce que va devenir concrètement notre futur. Et donc voilà, maintenant c'est une réalité, on n'est non plus au pied du mur, mais on a les deux pieds à l'intérieur de cette réalité, des inondations, des incendies, les typhons spectaculaires encore qui ont ravagé le Japon. Tout ça, c'est en train de devenir notre quotidien et notre futur, qui n'est plus du tout ce futur désirable qu'on a pu imaginer encore jusque dans les années 70-80. Et dans ce contexte qui semble être maintenant absolument une urgence politique de première ampleur, qui laisse indiquer qu'il faut absolument faire quelque chose si on veut essayer de préserver ce qui nous reste de cette planète pour les générations à venir, eh bien, on constate encore une fois que dans les médias, le transfert de Lionel Messi au PSG suscite 5 fois plus d'articles que le dernier rapport du GIEC. Donc voilà, dans ce contexte-là, et pour un festival de science-fiction, on peut également rappeler qu'il est amusant de savoir que 2022, c'est la date à laquelle se déroule l'action de Soleil Vert. Donc, alors on n'en est a priori pas encore tout à fait à se manger les uns les autres, mais bon, en même temps, si vous avez un petit creux, vous pouvez toujours essayer de grignoter le bras de votre voisin. Donc, eh bien, la science-fiction avait, comme souvent, anticipé, imaginé ce tournant planétaire, mais maintenant que ce tournant est devenu une réalité et non plus une fiction dystopique, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, la question c'est qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on s'organise collectivement, comment est-ce qu'on fait bouger les lignes, est-ce que ces lignes peuvent bouger, les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter, la Grande-Bretagne vient récemment, avec sa nouvelle première ministre, d'autoriser la fracturation hydraulique pour sortir des hydrocarbures. Qu'est-ce qu'on fait donc Et bien la science-fiction a une réponse à ça, comme souvent, avec un nouveau genre qui a été créé, qu'on appelle la cli-fi, la climate fiction. Mais comment est-ce qu'on raconte ce monde? Comment est-ce qu'on raconte les conséquences de la catastrophe en cours? Comment est-ce qu'on se projette à nouveau dans le futur avec ces données? Est-ce qu'il faut continuer à faire ce que la science-fiction a beaucoup fait, c'est-à-dire de la dystopie, du catastrophisme? Ou est-ce qu'au contraire, il faut bien créer de nouvelles utopies climatiques où on peut imaginer que l'humanité se sort de cette impasse climatique ou de cette catastrophe annoncée qui est en train d'advenir. Face à l'urgence climatique, y a-t-il un devoir de la fiction et de la science-fiction? Vous avez 3 heures. Non, pardon, on va discuter de ça pendant 1 heure ensemble avec Frédéric Hainaut. Bonjour Frédéric. Bonjour, enchantée. Enchantée, soyez la bienvenue. Vous êtes maîtresse de conférence à Bordeaux en paléoclimatologie. Nadia Coste, bonjour Nadia. Bonjour. Vous êtes autrice de science-fiction, on vous doit notamment L'ascenseur pour le futur qui est publié chez Syros, ou également la série des Fedellines qui est publiée chez Grund. Et Hugo Verdon, bonjour Hugo. Bonjour. Vous êtes auteur, passionné par la mer, par l'océan. Vous êtes l'auteur notamment du premier livre sur le surf en France, qui s'appelle Kowabunga, que vous avez écrit en 1976. Plus récemment, Demain l'océan, chez Albin Michel. Je vais m'adresser à vous deux, d'abord Nadia et Hugo. Comment est-ce que vous percevez, vous, le rôle que peut avoir aujourd'hui la fiction? Peut-être avec vous, Nadia, parce que vous avez aussi écrit des ouvrages pour la jeunesse. Comment est-ce qu'on s'adresse à la jeunesse? Et comment est-ce qu'on parle justement de cette problématique du climat? Dans quels termes et avec quelle tonalité? Ouais. Alors moi, en fait, j'ai grandi dans une famille écolo.
Donc pour nous, c'était quelque chose qui était très conscient. Mon père avait posé des panneaux solaires sur la maison au début des années 90, donc il y a des gens qui venaient visiter ma maison. Donc pour moi, c'était normal et pour beaucoup de gens, c'était extraordinaire. Donc pour moi, c'était quelque chose que j'avais vraiment intégré toute petite. Et en grandissant et en écrivant, j'avais de toute façon un peu d'écologie qui venait dans mes ouvrages, que ce soit en science-fiction, en fantasy, en fantastique, un petit peu naturellement, on va dire, parce que c'était des choses qui me touchaient. Et puis plus j'avançais, plus je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui découvraient le réchauffement climatique, qui découvraient que ah ouais, ce serait peut-être bien qu'on fasse quelque chose en fait. Et là, je me suis rendu compte que peut-être que j'étais beaucoup trop subtile dans mes écrits et que peut-être je pouvais y aller un petit peu plus frontalement. Vous avez notamment Rhizome qui est là, où là, voilà, je vais un petit peu plus frontalement parce que ça urge. Et du coup, par rapport aux jeunes générations, en tout cas, moi je m'adresse aux 8-12 ans ou aux ados et plus, notamment dans cet ouvrage-là. À ce moment-là, l'idée, c'est pas de leur dire voilà une solution, mais plutôt quelles sont les questions qu'on se pose. Et pas prendre une des interrogations, on ne peut pas tout prendre d'un coup sur un roman, en général ça ne marche pas, mais prendre une question, l'étirer, et se dire voilà où on en est, voilà les questions qu'on se pose, transposons ça par exemple dans le futur, étirons le problème, et voyons où ça nous mène pour ne pas y arriver. Le problème, c'est que j'ai lu récemment un article, je ne sais pas la source, qui indiquait que les ouvrages de fiction post-apocalyptiques ou autres avaient commencé à préparer le grand public à accepter ce futur-là. Et du coup, finalement, nous qui étions là pour alerter et pour dire voilà où il ne faut pas que ça arrive, faisait en sorte que quand ça arrive, les gens ont tellement vu de fiction, tellement lu de fiction, ou de toute façon le futur foire, que quand le futur foire, ils disent oui, on sait, et pas on réagit en fait. Donc ça c'est ce qui m'inquiète, de dire on pose des questions pour que les gens réagissent, et peut-être que malheureusement les gens, ça les aide à se préparer à ce qui les attend. Hugo Verlon, peut-être un mot. En 78, vous publiez un roman qui s'appelle Mère-Mère, dont vous écrirez la suite, qui s'appelle Sable, les enfants perdus de Mère-Mère. 78, vous êtes encore dans cette époque où le changement climatique, on commence à l'évoquer, mais c'est plus jouer à se faire peur, c'est plus la sorcière du placard au balai qu'une réalité, même s'il y a déjà des gens comme notamment Haroun Taziev qui commencent à alerter. Parlez-nous un peu justement de la façon dont vous avez imaginé ce monde d'après la catastrophe climatique, et comment vous le percevez aujourd'hui avec 40 ans de distance. D'une certaine façon, pour moi, les choses n'ont pas changé à ce point-là. D'ailleurs, j'avais passé un bon moment avec Haroun Taziev, qui était un personnage absolument génial, qui avait aussi prévu pas mal de choses par rapport au nucléaire, etc. Et en fait, quand j'ai écrit Mère-Mère, donc ça raconte l'histoire d'un peuple qui vit dans l'océan, qui ne connaît pas la Terre, parce que la Terre a été pas mal ravagée. On est déjà dans quelque chose d'assez banal et d'assez... enfin, pas par rapport à l'océan, mais par rapport à ce qui se passe sur Terre. Il y avait pas mal de romans de science-fiction. Je suis en train de lire là un bouquin d'Arthur C. Clarke, qui est un des pionniers de la science-fiction et qui était aussi un grand scientifique, passionné d'océan, puisque mon sujet, c'est vraiment l'océan, et non pas les océans. L'océan, pour plein de raisons. Et Arthur C. Clarke, là, le bouquin en 88, tout est là, quoi. C'est absolument, ça pourrait avoir été écrit aujourd'hui. Même Internet, c'est phénoménal. Donc tout était déjà là quand on lisait de la SF, un petit peu. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement la dimension technique, pratique, est-ce que l'eau monte combien de degrés, etc. C'est plus le changement de l'humanité. Et en fait, on ne peut changer l'humanité que... je vais beaucoup dans les collèges, je fais beaucoup d'interventions, j'ai écrit aussi plusieurs livres jeunesse chez Gallimard Jeunesse. Et je me rends compte que le truc que je ne fais pas, justement exprès, c'est de ne pas dire aux enfants, voilà, c'est un gâteau, nanani, et puis les catastrophes, quoi. Parce que je pense que c'est pas vraiment utile. Par contre, j'essaye de leur faire apprécier, aimer, de resacraliser tout ce qui est foulé aux pieds. Parce que disons, c'est comme une espèce de grand balayage, un peu le changement climatique, qui permet de balayer beaucoup de choses. Politiquement, économiquement, on s'en sert pas toujours de bonne façon. Et moi, j'essaye de remettre du merveilleux là-dedans. Alors, c'est pas une question de bisounours, hein, mais je pense que si on sait, notamment avec la jeunesse, leur faire aimer à nouveau, leur faire réaimer ou leur faire comprendre la magie de quelque chose comme l'océan, parce que l'océan, c'est très banal, tout le monde dit c'est mignon, les vagues, les dauphins, etc.
Après, les gens vont dire oui, mais c'est terrible, l'océan, blablabla, il est très mal en point, ça malheureusement, on ne peut pas le nier. Mais en fait, moi je leur parle d'autre chose, je leur parle du fait que, pour moi, l'océan, c'est ce qu'il y a de plus grand, c'est pas parce que je l'aime, parce que je le pratique du tout, c'est un point de vue philosophique et pratique. En fait, quand je parle à des croyants, puisque moi je n'ai jamais eu la chance de croire en Dieu, bien que j'ai été élevé dans un milieu jésuite, machin, etc., et en fait, quand je demande aux croyants quelle est pour eux la définition d'un Dieu, alors ils me disent, un Dieu c'est simple, c'est quelqu'un, enfin c'est quelque chose qui a la vie, qui est plus grand que tous les humains et dont nous dépendons tous. Je dis, tiens, ça c'est la définition parfaite de l'océan. L'océan a créé la vie, on en dépend, et c'est quand même 71% de la planète. J'ai l'impression qu'on est des petites créatures sur des rochers, que la mer monte, elle a descendu en un autre temps, la mer monte et on ne comprend pas le message de l'océan. C'est-à-dire que si l'humanité ne se tourne pas vers l'océan très sérieusement, on n'a aucune chance pour le futur. Et c'est pas prêcher pour ma paroisse, c'est pas parce que j'ai écrit 35 livres sur l'océan, en documents, science-fiction, fiction, documents, que j'ai fait je ne sais combien d'émissions là-dessus. C'est pas du tout dans ce sens-là, c'est parce que je suis convaincu que pour la planète, il n'y a qu'une solution, c'est l'océan. C'est-à-dire que non seulement on peut en tirer toutes nos ressources sans l'abîmer, parce que toutes les hydroliennes, les marées motrices, ça existe depuis des années, on sait le faire, et puis au niveau spirituel aussi. Je pense que c'est ce qui nous tient tous. Nous sommes faits d'eau, nous sommes des outres pleines d'eau, notre sang a la même salinité que l'océan, et finalement on est sorti de l'océan, on a tourné le dos à l'océan comme des créatures terrestres, on a trouvé ça formidable, tous ces arbres, les montagnes, on est parti, et maintenant qu'on a tourné le dos à l'océan, je pense qu'on en paye le prix. Et donc l'idée, c'est un peu là. J'ai fait une nouvelle dans le recueil Hypermonde qui est un peu sur ce thème, qui s'appelle Le Grand Retour. Je pense qu'on n'a pas d'autre choix. L'océan, c'est pas une question de c'est chouette, les vagues. Non, pas du tout ça. C'est quelque chose de fondamental. Et les gens n'en ont pas pris conscience du tout. On en prend conscience parce que y a des poissons, que ça nous concerne parce qu'on va se baigner l'été, etc. Mais je pense que la dimension spirituelle, c'est ce sur quoi je travaille depuis plusieurs années. La dimension spirituelle de l'océan et de l'eau tout court. Il y a les expériences de Masaru Emoto, l'universitaire japonais, qui montrait par la cristallisation sensible qu'une goutte d'eau est extrêmement sensible, par exemple, aux bonnes ou aux mauvaises vibrations, on va dire, pour faire un peu simple. C'est-à-dire que si on met des gens, on demande à des gens, on l'a fait en double aveugle, ça a été fait en Russie, ça a été fait au Danemark, dans plein d'endroits, on leur dit concentrez-vous sur cette eau et envoyez-lui de la haine. Après on prend un autre groupe et envoyez-lui de l'amour. Et quand on regarde les molécules d'eau, elles sont complètement disloquées par la haine et au contraire magnifiques comme des cristaux de neige par l'amour. Alors vous me direz c'est un peu simpliste, etc. Mais les choses simplistes souvent sont les choses les plus fondamentales. Frédéric Hainaut, une question. Donc vous travaillez en paléoclimatologie et il y a cette énigme, à mon avis, qui est aussi au cœur du problème qu'on pourrait appeler simplement de la dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas d'alerter, de dire le climat est en train de changer, il change à une vitesse record par rapport à ce qui a été le cas ces 4,5 milliards d'années et demie, et néanmoins on est comme pris de stupeur et on est trop attaché à nous. Comment est-ce que vous comprenez, vous, ce rapport qu'on peut avoir effectivement face à la catastrophe qui est en train d'advenir et qui nous laisse finalement assez pantois ou impuissants presque? Je dirais en fait, je pense que le problème vient de notre rapport au temps, avant tout. Oui, effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'accélération, c'est la vitesse qui est problématique. Les changements climatiques, quand on regarde justement les registres anciens, les registres fossiles, notamment dans l'océan, puisque je suis aussi panocéanographe, donc c'est de là d'où je tire mes informations. On a eu des vitesses de changement qui sont aussi fortes finalement que celles que l'on a pu connaître aujourd'hui. Par contre, dans les causes et dans les effets, c'est clair qu'on a, nous, aujourd'hui, c'est aussi une des problématiques importantes, un rôle fondamental dans tout ce qui est en cours. Je dirais qu'il y a eu, depuis, ça fait presque un siècle quand même, que les scientifiques alertent sur les modifications, que ce soit donc des modifications visibles ou non. Après, ça fait quand même plusieurs millénaires que l'homme a changé l'aspect de la planète. On peut penser à la révolution du néolithique, où juste notre sédentarisation nous a fait complètement modifier les paysages végétaux. La déforestation, la mise en pâture, la mise en agriculture de tous ces environnements-là a eu un impact que
certains scientifiques ont démontré d'ores et déjà dans les gaz à effet de serre qu'on pourrait avoir un début d'une modification des concentrations en gaz à effet de serre qui serait datée de cette période du néolithique, qui est aussi évidemment une période de transition, de révolution culturelle majeure pour l'homme. Mais donc si on se focalise sur ce qui se passe aujourd'hui, sur la problématique actuelle et sur, je dirais quand même, la prise de conscience, alors elle est un peu forcée, comme vous le disiez, cette prise de conscience, puisqu'aujourd'hui on est obligé de constater les effets de ce qui est en cours. Il y a quand même eu une bascule importante dans la communauté scientifique avec l'avènement du forage, je dirais, glaciaire. Alors je simplifie, c'est sur les glaciers, que ce soit au niveau du Groenland ou que ce soit en Antarctique. On a quand même apporté, dans les années 60-70, la preuve qu'il y avait vraiment un impact humain très important, avec donc dans ce changement en cours, des modifications des gaz à effet de serre qui étaient vraiment énormes, on va dire. Si on regarde maintenant ce qui se passe, je peux donner quelques chiffres rapidement, pour ne pas trop alourdir non plus. Non, au contraire, c'est important. Voilà. Si on regarde ce qui se passe sur une échelle de 800 000 ans, je vais raccourcir le temps, vous n'avez pas parlé de 4,6 milliards d'années, je raccourcis au dernier million d'années, grosso modo. Donc si on regarde ce qui se passe sur les derniers 800 000 ans, quand on voit ces fluctuations justement du climat, qui sont des fluctuations dites naturelles, on a une enveloppe de variation qui est, on va dire, de 80 parties par million, donc avec des valeurs qui sont au minimum de 180 parties par million et au maximum, dans des périodes choc comparables à la nôtre, de 280 parties par million. Bon, ça fait grosso modo 80-100 parties par million. Aujourd'hui... c'est la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Concentration de gaz à effet de serre, CO2, le métal c'est différent, il y a des valeurs plus élevées. Ce CO2, en fait, aujourd'hui on en est à 400 parties par million, voire plus, puisqu'on a franchi le seuil des 412, je crois, il y a quelques mois. Donc en fait, voilà, simplement, quand on regarde une enveloppe, une barrière de variation naturelle du changement climatique, je dirais donc, allez, max, je vais simplifier, de 280-300 parties par million, on est à plus 100, et ce plus 100, c'est seulement en un siècle, finalement, un siècle et demi, qu'il y a eu la variation donc, introduite. Donc c'est extrêmement rapide. Et puis la causalité, là, elle est plus discutable. Je pense que c'est quelque chose qui a été longuement utilisé justement par les détracteurs du changement climatique. On peut parler de climato-sceptique si vous voulez. Après, c'est un changement global, c'est pas que le climat qui change aujourd'hui sous l'effet de l'homme. Mais aujourd'hui, on en est plus que certains, et les scientifiques l'ont toujours été, certains de cette causalité donc liée à notre présence et à nos activités surtout, et à l'accélération aussi de nos activités. Derrière, il y a aussi la démographie. On est quand même bientôt 8 milliards sur Terre. C'est pas pour rien non plus cette accélération démographique, elle est parallèle justement à cette évolution de ces usages des énergies fossiles et donc de ces rejets de gaz à effet de serre. Alors bon, moi je pense qu'en fait la perturbation est là, ça fait quand même plus de 50 ans qu'en sciences du climat on en parle de manière très sérieuse. Il y a eu une époque de doute introduite presque volontairement. J'ai l'habitude de comparer ce qui s'est passé pour les industries des énergies fossiles à ce qui s'est passé pour les industries du tabac. Voilà, je fais cette comparaison puisqu'il y a eu des centres qui ont été créés pour, pas contrer la recherche sur les sciences du climat, mais qui ont été créés finalement pour introduire un doute sur justement la cause de ce changement en cours. Et voilà, c'est un petit peu comme la même démarche qu'avaient eu les industries du tabac aux États-Unis il y a un peu plus tôt dans le temps, on va dire. Voilà. Moi, ce dont j'aimerais que nous parlions et ce à quoi j'aimerais que nous réfléchissions ensemble maintenant, c'est cette question aujourd'hui évidemment du lien entre la fiction et de la façon dont on peut représenter et parler cette modification climatique. Pendant très longtemps, et je le disais en introduction, ça a été de l'alerte, donc de la dystopie, c'est-à-dire faire peur pour conscientiser. Paolo Bacigalupi, qui est un auteur que vous connaissez peut-être, qui a écrit quelques fictions climatiques, dont une qui s'appelle Water Knife, et qui se situe sur une planète où l'eau est devenue extrêmement rare, dit quelque chose... Pardon ? Sur la Terre. Oui, j'ai sur la Terre. J'ai pas dit sur la Terre ? Ah oui, moi sur la Terre est une planète, Ariel, voyons.
Donc oui, ça se passe bien sur la Terre, effectivement. Et il dit ceci, j'ai retrouvé cette citation que j'aime bien, que je vais vous soumettre et vous allez me dire ce que vous en pensez. Il dit, en ce qui me concerne, j'écris sur mes peurs. Je pourrais écrire une histoire dans laquelle nous implanterions une taxe sur le carbone et réglerions rapidement le problème du changement climatique, mais en termes de storytelling, ça ne tient pas la route. Pourtant, c'est simple, c'est juste une taxe sur le carbone, on peut rendre le carbone coûteux et laisser le marché trouver d'autres moyens de produire de l'énergie, terminé. Le changement climatique n'est pas un problème technologique ou politique complexe, c'est un problème social complexe qui met en lumière le talon d'Achille de notre démocratie. Quelques acteurs malfaisants qui profitent grandement de la vente du carbone peuvent paralyser les rouages de la démocratie. La solution est si simple, et pourtant. Commentaire de texte. Nadia. Moi, je pense déjà, sur la première phrase, sur le fait d'écrire sur ses peurs, je pense que c'est très vrai. Je pense qu'on écrit sur ce qui nous touche et du coup ce qui nous inquiète, et particulièrement en science-fiction. Après, je pense qu'il y a un truc qui revient en tout cas dans mes réflexions pour mes romans à venir, c'est sur la question du renoncement, en fait. C'est que ça nous oblige, nous, dès cette génération-là, on aurait peut-être pu le faire une génération ou deux avant, mais à partir de notre génération, on ne va pas l'imposer seulement à celle de nos enfants, de renoncer. Renoncer à des choses qu'on a pu faire par le passé. Ne serait-ce que si on prend des exemples autour de l'avion, voilà, aujourd'hui, si on se dit on va partir en vacances à l'autre bout du monde, si on a un peu une conscience de tout ça, on se dit est-ce que c'est bien raisonnable et est-ce que finalement on ne devrait pas renoncer à ça et renoncer à un certain confort, renoncer à des choses qui, en se disant, il y a toujours un moment où ceux qui sont voilà, dans des positions de pouvoir ou d'argent, qui ne le font pas, qui ne renoncent pas à ça, qui ne donnent pas cet exemple-là, et du coup, la personne qui est dans une situation plus modeste se dit pourquoi moi je devrais renoncer à ça, et du coup, voilà, pour moi, on va demander à nos enfants, à nos petits-enfants, à ceux qui viennent après, de renoncer à ce confort, renoncer à des choses auxquelles nous on avait accès, et nous-mêmes, il faut qu'on fasse cette démarche de renoncement qui est très difficile. Quand j'ai souvenir d'avoir entendu les 30 dernières années des réflexions du type les écolos, vous voulez nous ramener à la bougie, etc. Quand on voit ce qui se passe au niveau de l'électricité et du fait qu'on nous dit va peut-être y avoir des coupures de courant cet hiver, etc. Nous, on ne voulait pas revenir à la bougie, clairement, mais on ne voulait pas en arriver là non plus, quoi. Donc ce renoncement, qui n'est pas facile, qui est vraiment une démarche à faire globalement. Il y a toujours le côté, mais le voisin, mais les États-Unis, mais la Chine. Il y a toujours un pourquoi nous on devrait renoncer, pourquoi on n'a pas droit au confort, et personne n'a envie de renoncer à ça, en fait. Mais pourtant, il y a un moment, il va falloir, quoi. Et Hugo, plutôt sur cette idée que pendant effectivement très longtemps, la science-fiction qui décrivait l'après était une science-fiction d'alerte, de dystopique, comme le disait Bachir Loupi, finalement c'est plus vendeur en termes de fiction de raconter une catastrophe que de raconter un futur où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et pourtant on voit bien qu'en termes d'alerte, ça n'a pas vraiment eu beaucoup d'effet ou d'impact, donc est-ce qu'il faut continuer, à décrire l'effondrement, ou est-ce qu'il faut changer de braquet, et changer de littérature, et changer d'imaginaire? Deux choses, d'une part, la peur tétanise, donc quand on fait peur aux gens, ils font plus rien. Par ailleurs, moi je ne suis pas du tout dans l'optique de cette idée de renoncement, c'est-à-dire que vous parlez de l'avion et du confort. Pour moi, l'avion, depuis toujours, c'est un monstre. Depuis toujours, j'ai toujours évité l'avion, c'est ce qui a fait que j'ai pris beaucoup de bateaux dans ma vie. Et ce confort dont vous parlez, pour moi, c'est le contraire du confort. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on fait peur aux gens en leur disant « vous n'aurez plus de chauffage, vous n'aurez plus que je ne sais pas quoi, etc. » Et on oublie de leur dire, c'est-à-dire qu'on dit, comment on dit, c'est la fin de l'abondance. Moi je dis c'est pas la fin de l'abondance, c'est la fin de l'excès. C'est pas ça l'abondance. L'abondance c'est le bonheur. Et en fait on nous vend encore le même système économique, c'est-à-dire que comment faire pour ne pas renoncer à notre chauffage, etc. J'ai personnellement vécu en pleine montagne, dans l'Ouest canadien pendant des années, sans eau, ni électricité, ni téléphone, ni route, ni rien, quoi. Et en fait, c'est le bonheur absolu. Quand les amis venaient nous voir de Paris, ils découvraient ils pensaient d'ailleurs que ça allait être très dur, ils venaient avec des trucs vachement chauds, etc. Et nous, on avait une petite cabane en rondin avec un poêle à bois, on allait chercher l'eau au puits en ski de fond, etc. On côtoyait les ours, les coyotes et les cougars. C'est des années absolument fabuleuses. Les gens ne comprennent pas que, en fait, ce confort qu'on nous a imposé, c'est ce qui nous rend malades, c'est ce qui nous détruit, c'est ce qui nous rend bêtes, je pense, en grande partie. Et donc, pour moi, c'est pas du tout l'abondance, c'est enfin,
on lève un peu le pied d'une machine infernale, et ce qu'il faut, c'est montrer aux gens, et particulièrement aux jeunes, on peut trouver un plaisir extraordinaire à revenir aux choses simples, à avoir moins chaud, à pas être dans des appartements surchauffés, à redécouvrir l'eau froide. Moi, je me baigne très souvent dans l'eau froide, je me lave à l'eau froide sans aucun problème, j'aime ça. C'est bon, c'est pas du sacrifice, c'est pas pour que la planète aille mieux, c'est parce que ça nous fait du bien. Et je pense que c'est là-dessus qu'on peut jouer beaucoup plus en disant aux gens, enfin un peu moins d'avions, purée, j'en peux plus, moi, des avions. J'ai écrit là-dessus depuis 30, 40 ans. Je trouve que tous mes copains vont à Bali passer 15 jours. Moi, je dis rien. Alors, je parle même pas sur le plan climatique, pollution. Je trouve que le fait que tout le monde circule n'importe où en quelques secondes parce qu'un billet est pas cher, c'est absurde. Voyager, c'est formidable. J'ai moi-même pas mal voyagé, mais j'ai voyagé pour certaines raisons lentement et parce que j'avais envie d'aller là-bas et que j'y suis resté des mois, des semaines, etc. Le voyage express, tout ça, c'est une des choses qui a bousillé la planète, qui a bousillé les cultures, parce que toutes les cultures sont devenues les mêmes. Et la fameuse crise du Covid, etc., n'aurait pas été d'une telle ampleur si les gens ne prenaient pas 3000 avions par jour. Donc je pense que moi, je ne suis pas du tout dans mon Dieu, il va falloir se serrer la ceinture, il va falloir avoir froid. Je pense qu'on va petit à petit redécouvrir le bonheur de la simplicité. Tout à fait. Et puis la fin de l'abondance, encore une fois, ça dépend pour qui, hein, puisque les bénéfices de 44 milliards d'euros des actionnaires qui n'ont jamais été aussi hauts, c'est a priori encore un peu l'abondance pour certains d'entre eux quand même. Oui, non, excès, vous avez raison. Moi, je voulais rebondir là-dessus, oui, effectivement. Moi, je ne le vois pas non plus comme un renoncement, je le vois comme une transformation. Là, c'est justement un sujet sociétal majeur, puisqu'en fait, il faut enfin admettre que voilà, nos besoins sont certes là, mais pour beaucoup, ces besoins ont été dictés par une fulgurance de la consommation. Et donc, revenir à un petit peu de sagesse, justement, par rapport à une sobriété, le mot à la mode, là, hein, on va dire en ce moment. En fait, cette sobriété, elle est logique, et quand on est quand on regarde justement aussi là, les sociétés anciennes, elle était naturelle, c'est quelque chose qu'on a largement oublié, mais qu'il faut aujourd'hui reconsidérer. Et je ne le vois pas de manière négative en fait. Pour moi, c'est au contraire une phase qui nous donne pas la chance, parce qu'il va falloir quand même modifier des choses, donc il va y avoir certainement au passage des pertes, mais au moins l'opportunité de faire mieux, voilà, tout simplement. Alors moi, je veux juste nuancer pour dire que jusque-là, en fait, c'était des questions de choix, en fait. Tu as fait le choix de vivre comme ça, et tu étais heureux comme ça. Il y a des gens qui ont fait un choix différent et qui ont été heureux comme ça. Et en fait, je parle de renoncement parce qu'en fait, il y a un moment où on ne va plus avoir le choix, en fait, simplement. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui auraient de toute façon été heureux en découvrant cette façon de vivre et qui voilà, vont être très heureux. L'être humain étant résilient, des tas de gens vont être très heureux, et tant mieux. Mais il y a beaucoup de gens qui n'auront plus le choix de vivre autrement et qui vont devoir renoncer à des choses qu'ils auraient préféré faire. Et enfin voilà, c'est pas grave, hein, mais c'est juste que c'est une démarche mentale à faire aussi, de se dire voilà, j'ai le choix ou j'ai pas le choix, et puis à un moment on va vivre comme ça. Hugo Garlom, vous voyez, non, oui, non, je pense, enfin, c'est pas une question de choix, je pense qu'on a tous en nous, humains, la possibilité d'être heureux. Évidemment, il y a des gens qui sont dans des situations où c'est très difficile d'être heureux, j'en connais personnellement, mais c'est vraiment un changement de logiciel dans la tête. J'ai fait un choix d'aller vivre là-bas, en fait, c'est parce que j'ai été chassé de France par la plus grande catastrophe écologique du XXe siècle. J'étais sur une minuscule île bretonne au moment de la Moco Cadiz. J'habitais là, on était 22 habitants, et on a dû évacuer l'île. Et donc, comme on avait un morceau de terrain dans l'ouest canadien, par hasard, on est allé, on a construit une cabane, on a été chercher l'eau du puits. Mais tout ça, c'est pas des choix, c'est quelque chose de naturel. Quand on découvre ça, on n'a plus envie de vivre dans ce pseudo-confort qui est en fait étouffant. Moi, je déteste le confort moderne, c'est quelque chose... Les hôtels, l'air conditionné, le machin, c'est pas quelque chose qui est spécialement plaisant. Quand on dort à la belle étoile, ça c'est quand même fabuleux, des choses comme ça. Et il est temps qu'on redécouvre ces choses naturelles. On parle de sobriété, moi je crois que même pas que c'est de la sobriété, je crois que c'est la vie naturelle, c'est la vie actuelle qui est complètement monstrueuse et anormale. Et quand on revient, enfin moi je le fais, j'emmène des gens dans l'eau, je les emmène, on va parfois dans la nature, etc. Les gens retrouvent enfin ce lien sacré avec la nature, qui nous donne tout, avec laquelle on peut tout avoir, et on n'a vraiment pas besoin de tout ce fatras. D'ailleurs, moi j'ai de la chance, je suis assez pauvre,
j'ai très peu d'argent, et en fait ça rend les choses extrêmement simples, je vis simplement, et j'ai beaucoup d'amis qui ont beaucoup plus d'argent que moi, et ils ont des tas de problèmes. Je me dis, en fait, voilà, on a vécu dans cette espèce d'excès, j'appelle non pas abondance, et maintenant on retrouve cette simplicité qui n'est pas une simplicité genre, oh mon Dieu, il va falloir se couvrir, etc., mais qui est la vraie nature de l'être humain, parce que tout ça s'est passé en quelques décennies. Il y a encore pas longtemps, on vivait dans les campagnes, etc. On était beaucoup plus campagnards qu'on l'est maintenant. Et ça a été trop vite, et tout le monde prend ça pour acquis, pour quelque chose de normal. C'est normal de prendre l'avion pour aller je sais pas où, c'est normal de... Non, ce qui n'est pas normal, c'est le monde actuel. Et il faut revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, et je pense qu'on en sera tous 1000 fois plus heureux, sans aucun sentiment de sacrifice. Pour les plus jeunes d'entre vous, la Molucca 10, c'est un super tanker, un pétrolier qui s'est échoué sur les 220 000 tonnes de pétrole volatile. 74, c'est ça Non, plus tard, 76. 76. Alors, pour revenir à la fiction, il n'y a pas que le catastrophiste, il y a un livre qui aujourd'hui fait écho, fait date, qui est ressorti d'ailleurs en folio SF, qui s'appelle Écotopie d'Ernest Callenbach, qui justement essaie de montrer qu'il y a un après possible, qu'il y a une reconstruction possible, qu'il y a des sociétés qui peuvent se construire dans un monde dévasté. Est-ce que aujourd'hui, voilà, ce livre-là ne résonne pas de manière beaucoup plus aiguë, beaucoup plus forte? Est-ce que c'est pas de penser, de montrer que l'adaptation, qu'il n'y a pas de fatalité à l'effondrement climatique, mais qu'on peut recréer des sociétés enviables, désirables? Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Hénin? Oui, alors ça, c'est vrai que je pense que c'est la bonne optique et la bonne perspective à avoir, hein, d'être plutôt dans une utopie positive. Oui, il y a toujours un possible qui est là, je pense, de manière, on va dire, une projection positive, voilà, je vais le dire comme ça, optimiste. Alors recréer, là aussi toujours pareil, moi je vais reprendre mon référent ancien, mes couches géologiques, mes couches qui sont sédimentées dans l'océan. Quand on regarde ce qui se passe sur des périodes de crise, il y a toujours derrière une crise, une phase positive à ce qui va suivre. La problématique de la crise, c'est plus... on va dire ceux qui la subissent. On a l'habitude d'avoir un vocabulaire en science par rapport à tout ça, un petit peu catégorique, je vais dire. On parle d'exterminés, on parle de survivants, on parle d'opportunistes, on parle même de choses un petit peu plus complexes qu'on appelle les taxons Lazare, un des petits mystères de la nature. Donc moi je pense que d'un point de vue sociétal, il y a largement de quoi recréer derrière un monde qui soit positivement plus en équilibre avec les besoins, les ressources, même si, alors j'aime pas le terme dévasté, même si c'est clair que on a contribué largement à appauvrir tous les systèmes, que ce soit les systèmes terrestres, océaniques, partout, donc l'homme a puisé dans les ressources. On le voit aujourd'hui avec la crise sur l'énergie, c'est pas tant une problématique de réchauffement, de trop froid, trop chaud, c'est aussi le fait que ces énergies-là ne vont plus être disponibles à un certain moment. Donc il faut inventer, oui, des futurs différents, c'est sûr. Alors est-ce que la science-fiction peut aider? Je pense que oui, peut-être, parce qu'il y a une part de fantasme, d'imaginatif qui peut être créatif et peut-être apporter des solutions. C'est toujours pareil, des solutions. On a tendance, quand on parle de science-fiction, à penser plutôt doux rêveur, si on est dans la partie utopie, pas dystopie bien sûr, mais moi je pense qu'il y a largement de quoi réinventer un futur basé sur justement l'imagination, et il faut qu'on soit imaginatif maintenant, il faut qu'on soit créatif, il faut qu'on soit inventif pour justement redéfinir des mondes qui sont plus vivables. Et désirables. Et désirables, bien sûr, oui. Mathécos ? Moi j'ai travaillé sur deux romans particuliers, un roman et une anthologie. Donc sur Rhizome, j'ai voulu me placer post-apocalyptique mais lumineux. C'est-à-dire on n'est pas dans la catastrophe, mais longtemps après, après les grandes catastrophes naturelles, après la population mondiale a été divisée par 6, mais on s'en est sorti. Et c'était ça qui m'intéressait, c'était il y aura de toute façon des gens qui vont s'en sortir, et comment eux vivent, et dans quelque chose qui, plutôt, effectivement, ça va être forcément un peu plus dystopique, puisque si c'était une vraie utopie, il n'y aurait pas d'histoire, donc il va y avoir
petit peu des choses, mais avec une projection d'après les recherches scientifiques pour me dire ok, il va y avoir des migrants climatiques à l'intérieur de la France, parce qu'il y a l'érosion des côtes bretonnes, Normandes, tout ça. Bon, alors comment on fait? Donc on construit ce monde-là, et puis après on avance. Et le deuxième, la deuxième travail, c'était sur l'anthologie Renaissance chez Syros, où là le travail, enfin en tout cas le plan des éditeurs, c'était arrêtons de parler d'effondrement. Parce qu'on est en plein dedans, hein, on vient de se taper une pandémie mondiale et une guerre, donc globalement on voit. Par contre, commençons à réfléchir au futur dans lequel on va vivre tous ensemble de façon positive. Ils nous ont donné un thème à chacun. Moi j'ai particulièrement travaillé sur l'alimentation, alimentation du futur, mais mon histoire commence pendant le premier confinement, parce que enfin voilà, on y est déjà dans la science-fiction et dans réfléchir à ce qu'on mange et à ce qu'on va manger, et notre agriculture par exemple. Selon Soleil Vert, ce qu'on va manger, c'est pas terrible. Ouais, j'ai travaillé là-dessus aussi. Je suis sur un bouquin qui sortira peut-être croisant tous les doigts. C'est intéressant ce que vous avez dit. Je sais pas si vous avez dit s'il n'y a pas d'utopie, il n'y a pas de fiction. Non, s'il n'y a pas d'utopie, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Parce qu'une vraie utopie, tout le monde est heureux. Mais pourquoi est-ce que ce serait pas une histoire? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas... Quand on dit Ada Palmer, par exemple, on est dans un futur lointain, où la société arrive à l'équilibre. En fait, j'ai fait mon premier roman, donc Les Fédéline, qui est plutôt de la fantaisie, mais on reste dans l'imaginaire. J'ai créé une société vraiment utopique, où tout le monde est heureux. Et puis, en réfléchissant à cette histoire, je me suis rendu compte que voilà, comment on trouve un personnage là-dedans, comment on raconte une histoire. Et en général, le personnage principal, c'est celui qui souffre le plus ou celui qui évolue le plus. Et du coup, voilà, donc j'ai dû trouver celui qui était le moins heureux de ma société où tout le monde était heureux. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais créé une dictature du bonheur. Tout le monde devait être heureux à tout prix. Et du coup, et tout ce que ça impliquait, et c'est ça qui a été intéressant pour moi à travailler. Mais si j'avais juste tout ce que j'avais créé, où le monde était autogéré, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas d'amour non plus, à part l'amour filial, l'amour fraternel. Il y avait beaucoup de choses comme ça que j'avais mis en place, mais ça ne faisait pas une histoire. Et du coup, voilà, après, forcément, il y a un truc qui foire, au moins pour une personne qui veut changer des choses au moins un petit peu. Hugo Verlon, sur cette idée de créer, d'imaginer, de permettre aux gens de se projeter dans un monde où la catastrophe n'est pas juste le quotidien, mais la possibilité de rebondir, de recréer des sociétés de repartir et de se servir de cette catastrophe comme un nouveau départ vers quelque chose de plus équitable et de plus en lien avec l'océan et la planète. Alors l'imagination, c'est la clé. Il y a une phrase d'Einstein qui n'est pas quand même uniquement un rêveur, qui dit « l'imagination est plus importante que le savoir ». C'est une phrase clé finalement, parce que on peut être scientifique et avoir des connaissances scientifiques extraordinaires. Si on n'a pas le pouvoir d'imaginer, d'inventer, de rêver, quelque part on fait que la moitié du boulot. Et moi c'est ce que j'essaye de faire quand je vais dans les collèges, les lycées, les écoles, c'est de redonner le sens de l'imaginaire aux enfants, parce que il y en a plein qui viennent me voir en disant, vous savez, moi j'aimerais faire un métier avec l'océan, mais les profs, les parents, tout le monde me dit qu'il y a très peu de débouchés, etc. Je dis, mais non, c'est complètement faux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vraiment un gamin est passionné par l'océan, il va avoir un boulot demain, mais il va devoir le créer, ce boulot. Tout est à faire, à inventer. On pose des éoliennes, et bien il faut avant des biologistes qui plongent pour voir si on n'est pas en train de détruire un écosystème, il faut des géologues pour s'assurer de ceci, cela, il faut des photographes, il faut des cinéastes sous l'eau. Donc on va avoir besoin de beaucoup de métiers, et aujourd'hui on a tendance à décourager les enfants, à leur dire il y a des filières, si vous n'êtes pas dans les filières, vous êtes foutus. Et c'est toute une question d'imagination. On parlait d'alimentation tout à l'heure, et en fait c'est évident que la voie qui est la bonne, c'est une voie comme la permaculture. La permaculture, c'est l'art de faire pousser des choses qui s'entraident et qui se font du bien. Et en fait on est dans ce problème-là avec les humains. La permaculture, c'est pas juste une technique, c'est aussi une philosophie. C'est-à-dire que si on est bien entouré, alors le problème crucial pour moi, c'est que beaucoup trop de gens font des métiers qu'ils n'aiment pas. Alors vous allez me dire, bah oui, vous êtes gentil, mais il faut bien que les gens gagnent leur vie, etc. Mais plein de gens qui font des métiers qu'ils n'aiment pas, ils ont en eux une autre vocation qu'ils n'ont jamais voulu développer en se disant, je ne gagnerai jamais d'argent avec ça, comment je m'en tirerai, etc. Et en fait, c'est vraiment ça le problème, c'est comme la culture. On cultive des champs de maïs, on met plein d'eau, des pesticides qui vont dans les champs à côté, au lieu de mélanger tout ça et de faire quelque chose de vraiment vertueux, positif. Et donc, en fait, c'est une philosophie qu'il faut changer. Et donc, l'imaginaire, c'est ça qui est vraiment plus important pour moi que la technique, savoir si on va trouver un moyen de remplacer, pour ceci.
ou de dire aux enfants ou aux jeunes, vous savez, on va vers une catastrophe et si on ne se dépêche pas de changer de braquet, ça je pense que c'est très mauvais, c'est-à-dire que plus on projette les gens vers quelque chose de mauvais, plus ils y vont. C'est comme quand il y a un animal qui traverse la route et que vous êtes en voiture lancé à 100 à l'heure, si vous regardez l'animal, vous allez le taper. C'est comme ça, notre cerveau il est fait comme ça, vous allez dévier votre volant directement sur l'animal. Et donc je ne suis pas une autruche, je ne me dis pas mais non, tout va aller bien. Et je pense qu'à force de se focaliser sur un futur négatif, en fait on crée des désastres dans la tête des gens et notamment des jeunes. Je rebondis juste sur, moi aussi j'interviens pas mal en école, au collège notamment, et c'est vrai que parfois quand ils nous posent des questions sur le métier, pourquoi vous avez choisi ce métier-là, etc., il y a un moment où je leur dis, mais vous avez le droit de choisir un métier que vous aimez, même si vous gagnez pas bien votre vie en fait, même si c'est pas très bien payé, parce qu'ils sont dans des questions d'orientation, des choses comme ça, et ils voient tellement autour d'eux des gens qui sont malheureux dans leur travail, qu'on a l'impression qu'il faut être malheureux dans son travail, en tout cas qu'on choisit forcément un métier, voilà, c'est pénible, enfin on n'a pas envie d'y aller le matin, etc. Non, en fait on a le droit de choisir un métier qu'on aime, même si on gagne moins d'argent, quoi, en fait. Il y a un bouquin important que je vous recommande, dont je vous recommande la lecture vivement si vous êtes intéressé par ces questions-là, qui est Hors des décombres du monde de Yannick Rumpala, qui évoque de manière assez pointue et assez précise toutes ces questions. Et dans ce bouquin, Rumpala parle en fait d'articuler ce qu'il appelle l'éthique de l'environnement et l'éthique du futur. Donc on va distribuer des copies, je vais ramasser à la fin. Non, la question c'est, aujourd'hui, puisqu'on a une universitaire climatologue et deux auteurs, quel est le dialogue ? Est-ce que vous pensez qu'il y a un dialogue fécond à avoir dans un sens ou dans l'autre entre bien la puissance de la fiction et de l'imaginaire et aujourd'hui les constats scientifiques? Est-ce que vous nourrissez, est-ce que les deux doivent se nourrir justement pour pouvoir proposer d'autres futurs et d'autres futurs plus désirables que celui qui est devenu notre présent aujourd'hui, à votre avis, Frédéric Hénin? Alors je dirais peut-être déjà que voilà, ces constats ils se nourrissent déjà d'une fiction. Hein. On a un outil qui est très utile dans les sciences de l'environnement, pas que dans les sciences du climat, c'est tout ce qui est modélisation. Ces modélisations nous permettent justement de nous projeter, d'être dans le fictif. Donc on a des scénarios qui sont dessinés qui ne sont pas forcément tous identiques, hein, puisque les modèles, on le sait, on peut avoir des divergences. Donc on est dans le fictif déjà, je dirais, sur une partie de ce qu'on fait en science. Hein. On admet les limites de nos connaissances par rapport à la probabilité d'existence de ces fictions, de ces mondes-là, mais on y est déjà. Donc oui, on se nourrit les uns des autres. Hein. Alors après, sur l'aspect romancé, sur l'aspect poétique de cette fiction, je pense que les scientifiques sont pas forcément les meilleurs pour ça, mais il y a une sensibilisation et ce genre de réunion aujourd'hui peut permettre de faire naître des choses et des visions différentes. Vous diriez que ces modèles justement qui sont divers, qui proposent des futurs, des lectures du futur, il y a quelque chose où finalement on bascule aussi vers du scénario ou vers quelque chose qui commence à nourrir en fait une forme d'imaginaire. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils disent, Frédéric Hénin, ces modèles ? Qu'est-ce qui va se passer dans le pire des cas ? Qu'est-ce qui va se passer dans le pire des cas ? Alors je vais référer à ce qui est le plus commenté, le plus diffusé, c'est tout ce qui est autour du GIEC. Hein. Bon, le GIEC c'est quand même une synthèse des travaux des scientifiques, donc c'est basé sur une vaste quantité de publications, et puis pas que ça, hein, il y a beaucoup de débats, de discussions lors de conférences en sciences, on échange beaucoup quand même, pas que dans la publication. Donc les travaux du GIEC, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Alors là aussi, il y a plusieurs scénarios, dont un qui nous échappe, c'est la partie devenir et choix sociétaux. Est-ce que justement on fera les choix de sobriété, ou est-ce qu'au contraire on continue sur un scénario à vitesse équivalente à celle que l'on a aujourd'hui. Mais ces modèles, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Alors, ils peuvent être parfois un peu inquiétants. C'est à nous peut-être de transformer l'information pour la rendre moins inquiétante. Parfois, ils nous disent que finalement, ce qu'on voit dans les données, donc ce qui est le réel, n'est pas très très proche de la modélisation. Alors, ça peut être le modèle qui se trompe ou la donnée qui se trompe. Je vais prendre un exemple très basique et assez facile à comprendre. Hein. Ce qui se passe aujourd'hui en Arctique est une des zones où le réchauffement global est le plus marqué, puisqu'on nous avait projeté des augmentations de l'ordre de 10 degrés hein, pour le secteur arctique à l'horizon 2050. On se rend compte en fait que
les modèles ont simulé des retraits, des reculs de la glace de mer, donc de la banquise, dans ce secteur, qui arriverait finalement assez tôt, 2040 pour la période estivale, donc plus de glace de mer en été dans les étés 2040, et puis un petit peu plus tardivement pour la période hivernale, normal, hein, la glace développe plutôt en hiver, c'est logique, ça va. Mais en fait, ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que quand on regarde les données, les données vont plus vite que les trajectoires des modèles, et des modèles les plus pessimistes. Donc voilà, ça c'est des exemples types. Hein. La modélisation permet donc d'établir, je dirais, des enveloppes de possibles. Elle permet de nous dire, effectivement, si on choisit d'aller dans ce sens-là, on a une perspective qui est plus ou moins positive, mais on reste quand même, je crois, et aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire après l'été qu'on a eu, notamment donc en France, même s'il faut globaliser un petit peu l'histoire, hein, c'est pas propre à des territoires. Là aussi, c'est souvent une erreur qu'on fait hein, dans les changements climatiques. On voit directement à notre porte, alors qu'en fait, le système est beaucoup plus global. Donc quand il fait froid, quelque part, on peut avoir des détracteurs qui disent finalement il a bien fait froid cet hiver ou il a bien fait froid cet été. C'est pas le changement climatique encore, on n'est pas dans le réchauffement. Donc en oubliant cet effet local et en regardant des choses de manière un petit peu plus globale, justement les tendances, ces accélérations dans des phénomènes d'extrême de température pour la température atmosphérique, dans des extrêmes de sécheresse par rapport donc à la pluviométrie. Alors là, il faut aussi avoir la balance de l'usage de l'eau. Ça aussi, il faut balancer pour le coup localement. c'est aussi en fonction des politiques locales. Donc en fait, oui, les modèles ont plutôt tendance à dire des choses qui vont dans ce qu'on voit, des observations, en sachant que parfois, donc, les observations sont plus pessimistes que les modèles. Voilà. Vous êtes content de vous être levé le dimanche matin pour entendre ça. Un mot rapide justement, et puis on va prendre quelques questions, l'un et l'autre. Nadia, est-ce que vous aujourd'hui, il y a un dialogue dans vos écrits, vous utilisez des publications scientifiques, est-ce que ce dialogue doit intervenir, est-ce qu'il est plus important, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, quand on écrit, quel que soit ce qu'on écrit, y compris des gens qui feraient des choses qui se passeraient dans un appartement parisien avec des trentenaires qui essayent de divorcer, quoi. Enfin voilà, on est dans le cinéma français en classique. Je l'ai pas vu. De toute façon, ce ne sont pas des personnages réels. Enfin voilà, c'est réaliste. Mais nous, ce qu'on fait, c'est pas réel non plus, mais c'est réaliste aussi. Voilà, c'est toute la question entre le vrai et le vraisemblable. Et que voilà, à part si on fait de l'autofiction ou une autobiographie hyper détaillée, et encore on romance toujours, de toute façon on est dans l'imaginaire de base. Et du coup, à nous, quand on crée une société futuriste, on se projette un peu, on se dit voilà comment ça pourrait être, même aujourd'hui, on regarde les publications scientifiques, on compare, on regarde ce qu'on garde de l'une ou de l'autre, on va pas forcément tout mettre, c'est difficile, mais par contre on se dit voilà, ok, ça me paraît vraisemblable, ça me paraît être quelque chose que je veux utiliser pour le futur parce qu'il y a de fortes chances que ce soit comme ça. Donc oui, on se base sur les publications scientifiques pour amener de la vraisemblance à nos récits. Faut qu'on soit juste sur ce qu'on raconte de l'être humain et de l'environnement dans lequel il va vivre. Voilà. Quand on regarde des publications plus anciennes, on peut rire. Enfin, moi, j'ai souvenir de gens qui me disaient 1984. Quelle imagination, etc. Oui, et puis on se dit, c'est pas du tout comme ça que c'était en 1984, oui. Et nous, on se projette, on va se dire 2050, 2080, et les gens de 2080, ils vont se dire, c'est pas du tout comme ça, 2080. Oui, c'est pas grave. C'est ce qu'on peut imaginer par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui ou ce qu'on pourrait projeter sur le futur. Voilà, un mot là-dessus. Oui, enfin, moi je pense que le futur, on le crée à tous les instants. Personnellement, ce qui est intéressant, vous parliez du livre de Kallenbach que j'avais lu quand j'étais en Colombie-Britannique. Tout était là, tout était déjà écrit dans les années 80. On a vraiment des bouquins sur tout le sol, l'atmosphère, le réchauffement, l'océan, etc. Tous à Zanzibar, John Brunner, la mer est déjà complètement morte, etc., que j'avais interviewé. Et en fait, tout est déjà là. Donc moi, je pense que, en fait, c'est prétentieux, mais je pense que c'est à nous, nous, les imaginants, qui racontons des histoires, les enfants, tout le monde, de créer quelque chose qui traîne derrière les scientifiques.
Parce que les scientifiques, très souvent, on s'aperçoit que 10 ans, 20 ans après, ils disent oui, non, là, on s'était trompé, c'est comme dans la médecine, hein, on s'est trompé, ce qui est déjà très bien. Mais pour moi, ce n'est pas la science c'est la science qui est plus la cause de nos malheurs que la solution pour le futur. Et je crois plus dans les écrivains, les poètes, les artistes. Ça fait un petit peu rêveur et tout, mais je suis assez sérieux en disant ça. Et je pense qu'il faut prendre plus au sérieux l'imaginaire, etc. Parce qu'on revient vers des valeurs authentiques qui brusquement nous font comprendre le monde. Encore une fois, on change de logiciel et on peut vivre extrêmement heureux avec très peu de choses. Il faut quand même le dire, c'est vraiment l'essentiel. On est tous là à se dire oh là là, comment on va faire cet hiver, etc. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment revenir à des choses. D'abord, on est dans une société ici quand même très protégée. Donc, essayons de voir les choses positivement et d'inventer un autre futur. Je ne vous suivrai pas tout à fait sur la science, la cause des malheurs, sous la non, mais je me doute bien que 90% des gens vont penser comme vous. Mais néanmoins, je maintiens. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que... Oui. Alors, Ariel, Franck. Oui, merci pour cette table ronde. Pour être un peu dans la même mouvance de ce qui a été dit, effectivement, dans la fiction, on imagine des choses souvent assez complexes. Et moi, je suis effaré qu'on n'arrive pas à imaginer des choses très simples, un peu comme ce que vous disiez sur Waterknife, enfin, l'auteur de Paolo, je ne sais jamais dire son nom, où il disait, voilà, ça c'est simple, on peut l'imaginer, c'est juste la mise en pratique. Et en fait, quand on imagine une utopie où justement on saurait retrouver une qualité de vie, plus que sobriété, une qualité de vie, aujourd'hui, en fait, en France, je pense qu'il y a même plein de gens qui ne savent pas calculer, par exemple, leur empreinte carbone. Si on était dans un monde où, même sans imposer, dire aux gens, vous ne dépassez pas 10 tonnes, ce qui est déjà trop, si chacun ne dépassait pas 10 tonnes de carbone par an, mais déjà, vous faites une des mesures les plus égalitaires qu'on puisse imaginer, puisqu'en fait, qu'est-ce qui pollue? C'est les gens qui ont 3-4 maisons, 4 voitures, qui prennent l'avion, qui consomment énormément, c'est vraiment proportionnel. Donc en fait, si on limitait chacun, forcément c'est une mesure extrêmement égalitaire, et elle peut être vécue comme une utopie pour ceux qui sont en bas de la pyramide, et comme la fin du monde pour ceux qui sont tout en haut et qui vont perdre ces privilèges-là. Mais, comme le disait Hugo, au bout de ça, il y a du bonheur potentiellement, il y a de la qualité de vie. Enfin, quand on était dans ce moment terrible du confinement, on sortait, il n'y avait plus ces traînées dans le ciel des avions, il n'y avait plus le bruit des voitures, il y a des animaux qu'on recommençait à voir, etc. Et puis c'est reparti après. Et les politiques étaient contents que les 8 points de croissance qu'on avait perdus, on les a retrouvés après, formidables. Mais ça ne marche pas, je veux dire, scientifiquement, ça ne marche pas. Je veux dire, on le sait depuis 50 ans au moins, que ça ne marche pas. Et là, il y a une utopie, il me semble, qui, si elle n'arrive pas ou si on ne prend pas sa direction, il y aura un futur très, 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 très dystopique. Alors moi, pour avoir fait de la dystopie et des choses comme ça, clairement, la première pensée que j'ai en me disant, tiens, tout le monde a un quota de CO2 qui ne peut pas dépasser, immédiatement, je me dis, les plus puissants vont racheter le quota de CO2 des plus pauvres qui auront besoin de cet argent et il va y avoir un trafic terrible et voilà, je vois forcément que ce ne sera pas utopique. Les chiffres, alors je ne les ai plus exactement en tête, donc je les citais un peu au doigt mouillé, mais quand il y a eu le scandale des jets privés, donc c'est les 1% de la population les plus riches qui émet autant de CO2 que une vie entière de la moitié de la population la plus pauvre. C'est-à-dire de 60 ans ou de 60 ans ou de 70 ans d'émissions de la moitié de la population la plus pauvre. En un an, les 1% émettent autant que ça. Donc c'est aussi effectivement assez je cite ça au doigt mouillé, hein, vous vérifierez les chiffres exacts. Je ne sais pas si quelqu'un voulait réagir sur ce que vient de dire Franck, non? Frédéric? À la rigueur, plutôt sur ce que vous venez de dire, parce que c'est vrai qu'on est peut-être plus dans l'utopie, mais dans la réalité, dans le réalisme, parce que finalement, si on compare les sociétés, ne serait-ce que les sociétés en Asie, en Afrique, en Europe, il y a déjà des sociétés qui vivent, qui ont une qualité de vie, avec
je reprends le mot sobriété, avec une certaine sobriété, mais qui est naturelle, qui est là depuis presque des millénaires, on peut le dire. Donc je ne sais pas s'il faut parler d'utopie ou finalement de réalité. Parce que si on ne se dirige pas vers cette réalité, ça restera effectivement toujours une utopie, mais je pense qu'on peut apprendre là aussi d'autres mondes, présents sur Terre, pas futurs, pas fictifs, déjà là. Donc bon, voilà. C'est juste utopie en termes de direction. Oui, pas oui. Mais on peut avoir ce choix en se disant il faut que ce soit une réalité. Mais voilà. Mais en même temps, c'est pas contraire. C'est pas contraire. C'est-à-dire que l'utopie, c'est un horizon. C'est un horizon. Et lorsque Becky Chambers a écrit un psaume pour les recyclés sauvages, en tant que tel, ça passe sur la lune Panga. C'est totalement en accord avec les cycles de la faune et de la flore. C'est un petit roman qui vient de sortir. Ça donne comme une sorte de point référence. De point référence qui, effectivement, il n'y a pas de meurtre, il n'y a rien, c'est super sobre, il y a une vraie histoire, c'est une vraie utopie. Et en même temps, il y a des questionnements philosophiques et autres. Donc il ne faut surtout pas séparer la réalité et la fiction. Il faut au contraire créer des dispositifs fictionnels qui vont nous permettre de nous projeter, en fait. Donc, et nous montrant qu'il y a d'autres réalités possibles et envisageables. Voilà, ceci dit, c'est pas là-dessus, je ne vais pas intervenir, étant bavard par nature, mais ceci dit, sur la question politique. Moi, je vais trouver, parce que tu as l'habitude de le faire aussi, tu parles de Becky Chambers, on peut reparler des possédés d'Ursula Le Guin. Exactement. Dès le départ, il y a la même chose. C'est-à-dire que c'est ces sociétés imaginaires qui sont à l'équilibre et qui sont à l'équilibre environnemental. Exactement, et comme la démocratie, c'est l'utopie, évidemment, si on prend comme un État, ça n'existe pas. Si on le prend comme un horizon qu'on fait changer en permanence, et avec des exemples, des illustrations, c'est une autre histoire. Et c'est comme ça qu'il faut le concevoir, à mon sens, si l'on veut pouvoir, en tout cas, ne pas sombrer dans, effectivement, la sinistrose. Après, il y a une autre question qui était en filigrane de ce que vous disiez, que vous n'avez pas beaucoup abordé, c'est la question politique, au sens noble du terme. Ecotopia, donc dans Ecotopia, il y a 3 États ou 2 États ennemis des États-Unis, à l'ouest des États-Unis, qui font sécession. Il y a un choix politique, une vision du travail, une vision de l'industrie. Une façon, on n'a pas cité Kim Stanley Robinson, mais sur le changement climatique et des utopies, on aurait pu citer Kim Stanley Robinson. Dans 2312, il met en scène une historienne du futur, qui effectivement essaye de voir en 2312 ce qui aurait pu se passer, c'est évidemment purement fictif, jusqu'en 2060 la grande indécision, de 2060 à 2030 la crise, c'est terrifiant ce qu'il décrit, de 2130 à 2160, le grand retournement, et ce qu'il montre très bien, c'est que ce grand retournement, il n'est possible, et toutes les nouvelles technologies sont utilisées, toute la science est utilisée, là pour le coup il y a une sorte de conjonction, en quelque sorte, de force qui se fait au-delà même de ce que chacun peut faire à son niveau, et c'est un choix politique. En fait, donc à un moment donné, ou dans tous les sens du terme, des individus comme des collectifs, comme potentiellement des États et autres. Donc est-ce qu'à un moment donné, ces horizons différents n'ont pas aussi besoin de choix politiques, clairement, simplement, et donc de gens qui poussent pour de lobby, de pression, pour que ça se transforme aussi par ce biais-là, et qui agissent en même temps. Kim Stanley Robinson étant un exemple assez formidable, parce qu'il met en scène aussi comment on peut vivre dans New York, sous l'eau, etc. Oui, la trilogie climatique. Voilà. Hugo, juste par rapport à Ariel au mot politique, pour moi, les politiques sont les gens qui ralentissent les progrès de la société au maximum et qui, une fois qu'on ne peut pas faire autrement, disent « Ah, on a une super idée, on va faire ça ». Moi, je les ressens vraiment comme des encres flottantes, des freins au progrès. Et quand le peuple, ou quand les gens ont complètement changé de logiciel, d'idées, etc., les politiques suivent derrière. Donc pour moi, c'est plus des freins. Alors ils sont là pour assurer ceci, cela. C'est politique au sens noble. Oui, c'est pas politique, c'est politique au sens ancien du terme. Oui, d'accord. Mais c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui à s'empêtrer dans ce pour reformuler un peu la question réelle, effectivement, est-ce que finalement, comme chez Kallenbach, il ne faut pas faire sécession individuellement, c'est-à-dire face à l'incapacité collective et des États et des démocraties ou des dictatures d'ailleurs à avoir un effet direct sur l'organisation de la société? Est-ce que la politique et la reprise en main politique, elle ne se fait pas par des choix individuels, comme aller vivre
au Canada, dans une cabane. Et qui n'était pas forcément un choix écolo, Oui, mais qui est malgré tout une décision politique, tant que ça ne se termine pas comme dans Sucre Island de David Vance, que je vous souhaite. Oui. Non, au contraire. Une autre question? Bonjour. Bonjour. On parle beaucoup, le sujet c'est en fait partir de la réalité actuelle pour aller vers une utopie planétaire. Mais en fait, si la question c'est pas l'inverse. Aujourd'hui, on est dans une utopie planétaire et on veut aller vers la réalité. Je m'exprime. Oui. C'est depuis le 15 août 71, le dollar n'est pas lié au matériel, n'est pas lié à l'or. Ce qui fait que la monnaie, c'est du vent. Donc, à partir de là, ça a permis des spéculations sur les monnaies, des spéculations financières, et ce qui fait que aujourd'hui, depuis l'année dernière, ça permet de voler l'argent des autres pays. C'est ce qui est arrivé en Afghanistan, où les États-Unis ont volé l'argent de l'Afghanistan. Ils ont volé 9 milliards. Il y a eu l'Ukraine, les États-Unis ont volé 300 milliards à la Russie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans la fin de cette utopie planétaire. En dehors de l'Occident, les autres pays commencent à revenir aux monnaies nationales. Donc, la question que je pose, c'est cette utopie financière dirigée par le dollar, on voit qu'il y a des possibles de revenir à des relations entre nations où on échange et on développe à la fois les pays, on diminue la pauvreté et on améliore les conditions de la Terre. Donc ça, c'est l'idée de quitter l'utopie planétaire financière. Pour moi, c'est ça la vraie question. Après, on fait ce qu'on veut, mais que chaque pays décide, retrouve les moyens pour définir leur avenir. C'est-à-dire que la création monétaire aille aux gens et à la terre. Vive le troc. Oui, voilà, non, mais par ailleurs, on voit bien que aujourd'hui, il y a des économies solidaires qui se remettent en place, que de plus en plus, il y a effectivement une forme de frein, en tout cas, à la surconsommation, au remplacement. On revient vers une économie de l'échange, de la seconde main, de la réparation, de plus en plus, et donc qui reste, même si ça reste une économie, qui permet de mettre un frein, en tout cas. Frédéric Hainaut, un mot là-dessus, je ne sais pas pourquoi je réagis. Oui, alors un mot là-dessus, je suis peut-être pas la mieux placée pour commenter. Non, mais je reviendrai sur cette idée de politique au sens premier du terme. Moi, je pense que, voilà, peut-être pour donner des pistes, j'ai quand même l'impression que le monde associatif s'est emparé de beaucoup plus vite, justement, que le monde politique. Comme vous dites, le monde politique suit, je pense que c'est une réalité. Mais donc moi, j'ai une vraie foi dans les individus et dans les citoyens lambda. Au travers des associations, et donc c'est peut-être cette vision politique sens premier. Il y a tellement de choses qui se passent en ce moment, justement, il y a tellement de gens qui bougent, notamment les jeunes générations. Donc voilà, on ne va pas leur confier la clé de notre avenir. Ils sont encore trop jeunes, je pense, pour avoir tout ça sur leur dos et sur leurs épaules. Mais les choses changent, vraiment. Moi j'ai tendance à être optimiste. Donc utopiste, voilà, c'est peut-être un défaut. Mais c'est pas un défaut, ce sera le mot de la fin en tout cas, parce que terminer sur une petite note d'optimisme, ça fait toujours du bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois, merci beaucoup à vous d'être venus. On n'a malheureusement pas le temps de prendre de nouvelles questions parce qu'il y a une autre table ronde qui va suivre. Bonne journée de festival à vous.